En prévision de la menace que fait peser sur nous la présence des gendarmes, nous modifions l'organisation de la caravane. 2 Kabyles resteront devant en tirant les mulets. Le troisième marchera avec nous à une certaine distance du dernier mulet. Derrière nous, les échos des coups de feu deviennent à peine audibles. C'est la preuve aussi que les Kabyles n'ont pas décroché de leur position. La neige tombe si fort maintenant qu'elle recouvre nos traces presque instantanément. C'est une bonne chose. Il sera ainsi plus difficile aux gendarmes de nous suivre à la trace. Samir paraît être revenu de son étrange voyage. Il tient le coup mieux qu'auparavant. Il a perdu son expression blafarde. Il marche normalement ou presque. Avec l'aisance d'un montagnard endurci, le rouquin foule la neige à grande enjambée. Il observe régulièrement Samir du coin de l'œil. Cette épreuve originale a l'air de lui plaire. Avec son visage décontracté, je me demande même s'il ne nous réserve pas une chanson de son cru adaptée aux circonstances. Le vieil homard ne dit rien. Jusqu'ici, il n'a manifesté aucune angoisse. Je l'admire car c'est un sacré bonhomme. À aucun moment il n'a perdu son sang-froid. Il fait preuve d'un grand courage. Et c'est tout à son honneur. Il se concentre sur l'effort à fournir, tout en ne quittant pas des yeux les hommes de tête. Quant à moi, je crois que je deviens un Kabyle. Tous mes sens sont en alerte. Je me prépare à une confrontation imminente avec les gendarmes. Je pressens leur présence. Je suis à l'affût du détail insignifiant. Je guette l'allure de la caravane, la disposition des Kabyles, et j'essaie de percer l'horizon derrière la tourmente de neige. La possession d'un revolver me tracasse plus que de raison. Je n'ai jamais tiré sur un homme, et je n'ai pas l'intention de commencer aujourd'hui. Mais dans le cas d'un affrontement avec les gendarmes, je ne sais pas quelle sera mon attitude. Les Kabyles n'hésiteraient pas un instant, j'en suis convaincu. Mais moi, je me sens d'ailleurs plutôt ridicule avec cette arme. L'angoisse me tiraillant, j'élude la question, plutôt la réponse à ce dilemme, en me persuadant que nous ne rencontrerons personne. Par précaution, nous marchons aussi haut que nous le pouvons sur le versant des montagnes. Sur le contrebas, à peu près en parallèle, on devine un passage nettement plus praticable. Au prix d'une plus grande sécurité, nous avons opté pour la difficulté. Nous avançons lentement et péniblement. Nous nous enlisons presque parfois dans de mauvais passages. Je suis tenté de descendre afin d'en finir avec ce calvaire. La proximité d'un col nous oblige à marcher en file indienne. Notre petite caravane s'étire. L'allure décline peu à peu, et puis les mulets s'arrêtent. Le groupe de tête a sans doute rencontré un obstacle malaisé à franchir. Ce petit intermède va permettre de nous reconstituer. La neige alourdit nos jambes, et chaque minute de repos gagnée est pour moi une bénédiction. Le Kabyle, quant à lui, ne doit pas penser à un arrêt fortuit dû à la rencontre d'un obstacle, car il nous fait signe de ne pas parler. Il se déplace ensuite de quelques pas sur la gauche. Prêt à tirer, il s'accroupit et observe attentivement le chemin situé un peu plus en bas. Nous l'imitons. Les hommes de tête ont sans doute pressenti un danger et ont décidé de ne pas poursuivre plus avant. J'ai beau m'évertuer à scruter chaque portion de terrain, je ne vois rien. Aucune trace, aucun indice laissant supposer une présence humaine. Je me retourne vers mes compagnons pour connaître leur verdict. D'un site de tête, chacun répond négativement. Ils n'ont rien remarqué non plus. En revanche, le rouquin a décelé quelque chose. Je ne sais quoi au juste. Ses yeux ne quittent pas un point situé dans le contrebas, précisément à la hauteur du passage. Je regarde à mon tour, en commençant par suivre le tracé de notre sentier. Je constate, en faisant beaucoup d'efforts, qu'il se termine par un obstacle. On discerne à peine un petit défilé surmonté de part et d'autre par de la roche. Ensuite, j'examine attentivement le niveau inférieur.
100 mètres plus bas environ. Le chemin que nous avons évité de prendre se resserre et descend de quelques mètres. La personne devant traverser ce passage doit nécessairement marcher au pas. C'est effectivement l'endroit idéal pour une embuscade. Pourtant, je ne vois toujours rien d'anormal. Le rouquin tend le bras et nous indique du doigt un point. Le vieil homard et le kabyle font un signe d'acquiescement. Je suis vexé de ne rien apercevoir. Aussi, je redouble de vigilance. En concentrant de mon mieux le regard dans cette direction, je remarque enfin les contours d'un objet, un sac de couleur kaki, recouvert en partie par la neige et qui dépasse légèrement d'un treillis. On ne voit guère plus que cette partie du sac immobile. Et pour le kabyle, le doute n'est plus permis. Le sac repose sur le dos d'un gendarme allongé à même le sol. Silencieusement, je grimpe sur un observatoire plus élevé. En regardant attentivement aux alentours du sac, je dénombre 6 gendarmes embusqués des 2 côtés du défilé. Je cherche encore en espérant ne pas en découvrir d'autres. Je fais signe à mes amis de venir me rejoindre pour leur faire part de ma découverte. Heureusement que nous n'avions pas emprunté le passage du bas. Sinon, nous aurions été refaits. L'endroit est parfaitement propice à une attaque imparable. La configuration du lieu et la difficulté de se mouvoir dans la neige suppriment toute possibilité d'une riposte efficace contre les assaillants. Les gendarmes disposés en retrait, placés dans une position légèrement surélevée vis-à-vis du chemin, contrôlent le défilé. Ils ont la maîtrise totale de l'initiative dans ce secteur. Et Dieu soit loué, nous ne le traversons pas. Les gendarmes sont bien loin pour me permettre de les dévisager. Je distingue uniquement les couleurs et les formes générales. S'ils sont bien équipés contre le froid, ils doivent quand même grelotter en restant ainsi immobiles. Bien qu'ils fassent souvent des mouvements pour se réchauffer, ils supportent péniblement cette attente. Cette réflexion me fait sourire. Les gendarmes nous traquent comme des animaux, et moi, je pense à leur santé. Le kabyle marmonne quelque chose, quelques mots dans sa langue maternelle. Je lui demande de s'expliquer autrement en lui rappelant que je ne comprends pas, pour ainsi dire, rien au kabyle. Il me désigne une silhouette dans le camp des gendarmes. La personne est en retrait du groupe et ne porte pas d'uniforme. Les commentaires du kabyle s'y rapportant sont aussi transparents qu'une cruche en terre cuite remplie de semoule. Il me semble comprendre, malgré tout, que notre kabyle connaît la personne dont tout porte à croire qu'elle a fonction de guide. Mes compagnons sont d'accord avec moi. Les gendarmes ne sont pas plus de 6 et ils ont l'avantage des armes. De toute évidence, il est indispensable d'éviter de les provoquer. Nous avons tout à redouter d'une fusillade. En conséquence, nous devons songer à une nouvelle ligne de conduite nous permettant de nous en tirer sans peine. Les hommes du groupe de tête viennent nous rejoindre. Eux aussi ont localisé les gendarmes. Il faut se décider très vite car, en restant groupés, nous augmentons de minute en minute les risques de nous faire remarquer. Les gendarmes ne soupçonnent pas notre présence et il faut en profiter. Nous avons de grandes chances de passer inaperçus en agissant avec prudence. Les gendarmes surveillent principalement le chemin que nous sommes censés emprunter. Ils ne s'attendent pas à ce que nous prenions un autre circuit, si bien que nous pouvons passer inaperçus. De plus, la distance qui nous sépare suffit amplement à échapper à leur regard. Nous devons néanmoins faire preuve d'une grande discrétion. Nous mettons la dernière touche à notre plan en répartissant les membres de notre groupe. Les Kabyles assureront notre arrière en attendant que la caravane franchisse le col. Ils demeureront face aux gendarmes jusqu'à ce qu'ils nous estiment hors de danger. Le vieil homard ouvrira la marche. Le rouquin et Samir
tireront les mulets. Quant à moi, je décide de rester avec les Kabyles pour leur prêter main forte le cas échéant. Le revolver dont je dispose ne servira sans doute qu'à impressionner les gendarmes. Je sais qu'il n'arrêtera pas un adversaire décidé, mais c'est plus fort que moi. Je ne veux pas être de reste. Omar part le premier, suivi par Samir. Avant qu'il ne s'éloigne, je fais un signe de la tête au requin, en lui désignant Samir. Le requin me répond par un signe approbatif. Il veillera sur Samir. Si l'esprit fragile de ce dernier ne nous joue pas de vilains tours, nous devrions nous en sortir. Et je prie Dieu qu'il commande son esprit. Lorsque nous n'apercevons plus mes compagnons, la colonne de mulets s'ébranle. Selon les Kabyles, la traversée du col ne présente aucune difficulté majeure pour les mulets. Il y a seulement quelques petits rochers à franchir, pas de quoi vraiment s'inquiéter. La largeur du col permet aux bêtes et à leur chargement de passer sans problème. Les Kabyles et moi sommes figés comme les machines au repos de M. Marcel. Sans incident de parcours, nous n'avons rien à redouter. Notre tâche d'observation ne doit pas être que de pure forme. L'attente ne doit pas non plus s'éterniser. En bas, nous ne remarquons aucune activité suspecte de la part des gendarmes. Ils sont toujours à leur place et ne soupçonnent pas notre manège. Ils attendent. Les Kabyles jettent souvent un œil en direction du civil qui les accompagne. Selon moi, ils jurent sans aucun doute la perte de cet homme. En marchant, je me suis rendu compte que mes habits sont trempés. Le contact du tissu humide sur la peau m'est désagréable. Je suis saisi subitement par le froid. Pire encore, j'ai les pieds et les mains complètement gelés. J'éprouve un mal incroyable à bouger mes membres, et je ne peux rien faire pour les réchauffer. À la longue, cela devient insupportable. Je n'ai pas besoin de cet handicap supplémentaire pour calmer ma nervosité. La suite demain à la même heure. N'hésitez pas à vous abonner.